Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les résultats microéconomiques qui viennent nourrir les investisseurs. On entre dans une séquence intense de publication de résultats et de chiffres d'activité pour les grandes entreprises américaines et européennes. Parmi les faits marquants du jour, on peut noter dans la consommation de base, Coca-Cola qui a relevé ses objectifs financiers. PepsiCo avait fait de même il y a quelques jours maintenant. Dans la consommation un peu plus discrétionnaire, on notera également dans les mid-cap européennes et françaises Interparfums qui a relevé là aussi ses objectifs financiers pour le reste de son exercice. Et puis dans la partie industrielle et technologique, on notera les investisseurs qui saluent la publication de Air Liquide par exemple à Paris, ou encore du géant allemand des logiciels SAP coté à Francfort. En attendant la publication ce soir des premières big tech américaines après la clôture à Wall Street, avec les chiffres attendus de Microsoft et d'Alphabet Google. Voilà donc pour cette séquence microéconomique qui pousse les indices actions à la hausse. Il faut le noter quand même, on n'est pas à l'abri de voir une performance positive pour les marchés actions à l'issue du mois d'octobre. Je prends peut-être un peu d'avance, il reste encore quelques jours de trading pour ce mois d'octobre, mais on a déjà corrigé une partie de la baisse du mois de septembre. On est revenu sur les niveaux qu'on connaissait mi-septembre désormais, avec un CAC 40 qui remonte à 6200 points. Est-ce que le marché a franchi un premier pic de la peur avec les craintes inflationnistes, les craintes de récession bien sûr, les multiples crises politiques et géopolitiques qui ont émaillé encore les dernières semaines? Est-ce que le marché a déjà digéré peut-être ces événements? Nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, place à l'innovation. Ce sera d'ailleurs la séquence tout au long de la semaine dans le sillage des trophées de l'innovation qui a été organisé le 20 octobre dernier par la Banque Postale Asset Management et sa filiale Tocqueville Finance. Bismart était partenaire de cet événement et nous allons recevoir donc à partir de ce soir les 4 lauréats, les meilleurs fintech de l'année selon ces trophées de l'innovation. Et nous commencerons avec une société qui a pour ambition de concilier la poursuite, l'accélération de la numérialisation du monde, tout en se concentrant sur des objectifs net zéro, d'une économie bas carbone, voire carbone neutre. La société Fruger sera représentée ce soir en plateau par sa vice-présidente qui sera avec nous à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen. Les actions ont envie de monter et le prouvent à nouveau aujourd'hui avec une nette hausse à l'arrivée ce soir pour la Bourse de Paris. Et le CAC accélère, emporté par Wall Street. Le marché accueille chaleureusement le repli mensuel des prix de l'immobilier aux États-Unis, le plus marqué depuis 2009. Le marché digère aussi les publications d'entreprises alors qu'elles battent leur plein. L'entrée en scène des GAFAM ce soir est attendue de pied ferme. Après clôture de Wall Street, Alphabet et Microsoft se prêteront à l'exercice. Meta suivra demain. Et puis jeudi, ce sera au tour d'Amazon et Apple. Pour l'heure, Coca-Cola, General Motors et UPS progressent grâce à des résultats supérieurs à ceux des analystes, et 3M en revanche, dont les résultats ont déçu, recule. Parmi les enquêtes du jour, on notera le climat des affaires en Allemagne qui recule légèrement au mois d'octobre. Il est en légère baisse par rapport à septembre, mais il est resté au-dessus du consensus. L'indice calculé par l'Institut IFO s'est établi à 84,3 après 84,4. Le consensus prévoyait en moyenne un ralentissement à 83,3. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité est ressortie à 94,1 après 94,5 le mois
dernier. Et puis on notera du côté de la séquence britannique que l'arrivée de Rishi Sunak au 10 Downing Street continue de soulager les investisseurs. Les taux des gilts à 2 ans ont chuté de 41 points de base pour atteindre 3,39%. Mais la crise qu'a traversé le Royaume-Uni a profondément marqué le marché obligataire britannique. Les taux restent plus élevés qu'avant le début du mouvement de panique fin septembre. Les investisseurs apparaissent plus méfiants. Plus largement, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans continue de se détendre. Ceux des obligations allemandes et françaises connaissent des variations similaires. Bon, si le marché salue la nomination de Sunak à Londres, les investisseurs restent inquiets dans le sillage des conclusions du 20e congrès du Parti communiste chinois. Et on notera que le yuan plonge à un nouveau plus bas historique contre le dollar. Malgré le soutien des banques publiques, le yuan ne parvient pas à se stabiliser. Il perd 15% cette année. Hier, sur le marché offshore, le dollar a atteint 7,36 yuan, un record. C'est sa 3e plus forte hausse journalière depuis 2015 et 2019. Et puis du côté des valeurs françaises qui font l'actualité aujourd'hui dans cette séquence de publication de chiffres d'affaires et de résultats, Air Liquide termine en tête du CAC. Pour 2022, le spécialiste des gaz industriels a confirmé ses perspectives où la résultante de ventes qui ont progressé de 41,3% au 3e trimestre, grâce notamment à la hausse des prix de l'énergie. On relève aussi le bond d'Interparfums. Pour 2022, le créateur de parfums de luxe a relevé ses objectifs financiers après, là aussi, des ventes en progression. A contrario, Rémy Cointreau recule. Le groupe de spiritueux prévoit un ralentissement de la croissance de ses ventes et de ses bénéfices, avec un retour à la normale en matière de consommation après 2 années exceptionnelles. Et puis, Seb Progress, le fabricant de petits électroménagers, a pourtant abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle du fait d'un net repli de ses ventes au 3e trimestre sur ses principaux marchés en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Collet est avec nous ce soir, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur associé chez Vital Épargne et Olivier Ringard avec nous en plateau également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de Neuflize OBC après avoir marqué des points bas importants sur les indices actions fin septembre ou encore au début du mois d'octobre. On a l'impression, et on le constate même jour après jour, que les actions ont envie de monter, Olivier. Est-ce que vous partagez ce constat ? Enfin, on le voit encore avec la séance du jour. On a déjà effacé une partie de la baisse du mois de septembre. Reste à comprendre la logique là qui pousse ce rebond action aujourd'hui. Je pense que la logique, elle est un peu similaire à celle qu'on a eue cet été. À savoir d'abord des résultats qui semblent être à peu près de bonne facture, un peu meilleurs qu'attendu. Ce qui résulte du fait qu'on avait déjà eu une révision à la baisse des perspectives de croissance de résultats des entreprises sur ce trimestre, et qui résulte ensuite du fait que la croissance économique mondiale au 3e trimestre s'est plutôt bien tenue. Regardons ce qui s'est passé en Chine, un rebond assez fort du PIB au 3e trimestre. Regardons l'estimation en temps réel que l'on peut avoir de la croissance économique américaine qui est proche de 3%, etc., etc. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'inflation et l'espérance que le pic est définitivement atteint. Et cette espérance, elle est nourrie par quelques signaux qui laissent espérer que cette inflation va finalement ralentir au cours des prochains mois. Les signaux, on les voit sur le front des prix des matières premières qui corrigent, on les voit sur le front de l'immobilier qui corrige, sur le front de l'immobilier du marché de l'emploi américain qui donne quelques petits signes d'essoufflement. Donc tout ça alimente la perspective d'une inflation qui a définitivement atteint son pic. Et puis enfin, on a l'espoir que la Banque centrale américaine est en train de s'approcher de la fin de son durcissement, ce qui est un espoir légitime, puisque ça fait déjà 9 mois que cette Banque centrale américaine durcit sa politique monétaire. Donc plus on avance, plus on s'approche de la fin. Et cet espoir, il est nourri également par quelques déclarations de certains banquiers centraux qui indiquent qu'en 2023, il faudra faire une pause. Donc ces trois éléments nourrissent le rebond des marchés actions. Reste à savoir si ce rebond est pérenne et si on est progressivement en train de sortir du marché baissier dans lequel on s'inscrit depuis maintenant une bonne dizaine de mois.
Le parallèle, évidemment, avec la séquence estivale est particulièrement intéressant, Olivier, parce que la séquence de rebond estival qui a été très, très violent. On a repris jusqu'à 15-20% sur l'indice Nasdaq, par exemple, en quelques semaines, au cœur de l'été, entre le mois de juillet et les premières semaines du mois d'août. L'histoire s'est terminée par une nouvelle purge assez spectaculaire de mi-août jusqu'à fin septembre, hein. Revenant assez durement à la réalité, avec un discours qui était encore très ferme à l'époque, porté par notamment Jérôme Powell à Jackson Hole. Peut-être que cette séquence peut être différente cette fois, Olivier ? Cette séquence, elle sera peut-être différente, mais on n'en est pas encore tout à fait certain. Et en fait, on a deux éléments, je pense, à prendre en considération. Le premier élément, c'est pas tant la possibilité que la Banque centrale américaine retarde ou repousse dans le temps toute perspective de stabilisation de ces taux directeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus bien établi pour dire que le taux Fed américain va monter entre 4,5% et 5%. Il n'y a pas de raison de remettre en cause aujourd'hui ce consensus. Là où il y a sans doute deux incertitudes qui vont rester assez importantes au cours des prochains mois, ce sont les incertitudes suivantes. D'abord, la trajectoire sur la croissance économique. Allons-nous ou pas vers une récession forte pour notre économie mondiale ? On a quelques signaux qui ne vont pas dans le bon sens à ce sujet-là. On a vu hier les indices de confiance des entreprises européennes qui sont sous pression aussi bien dans le secteur manufacturier que dans le secteur des services. On a eu un signal à peu près similaire du côté des entreprises américaines. Ce qui se passe sur le front politique en Chine n'augure pas d'une franche relance de l'économie chinoise. Donc on a quelques éléments d'incertitude sur les perspectives économiques au cours de ces 6 à 9 prochains mois. Et puis le deuxième élément à prendre en considération, c'est l'inflation. Sur quel régime d'inflation sommes-nous à moyen long terme ? Et cette problématique, elle n'est pas nécessairement très importante pour les taux courts, mais elle est peut-être plus importante pour les taux longs et l'atterrissage de ces taux longs au cours de ces prochains mois. François, est-ce qu'on est en train de rejouer la séquence estivale avec l'espoir d'un pivot renouvelé chez les investisseurs, d'un pivot de la Fed, j'entends. Est-ce que c'est le bon moment pour raviver cet espoir ? Qu'est-ce que vous dites ? Je pense que plus les marchés iront vite, et moins ça plaira aux banques centrales. Dans le sens où les banques centrales cherchent à déleverager l'économie et cherchent à déleverager aussi sans doute les marchés financiers. Et donc, plus le rebond... Et là, je pense que dans le discours de Jackson Hole qu'on a eu à la fin du mois d'août, la raison de ce discours très, très hawkish est en partie liée au rebond, à la vigueur du rebond qu'on a eu pendant l'été. 20% de hausse du Nasdaq, c'était inacceptable. Je pense que c'est inacceptable à un moment où on veut justement refroidir la machine. Donc je pense que le marché... Peut-être que le rebond va continuer, ça j'ai pas de boule de cristal malheureusement, mais ce que je veux dire c'est que son ampleur sera forcément limitée, parce que si elle est trop importante, on aura une jambe de baisse par la suite, comme celle qu'on a pu voir au mois de septembre. Donc ça, et de manière générale, même quand on verra le pivot de la Fed et qu'on verra poindre cette récession effectivement arriver, et donc potentiellement des diminution de taux directeurs. Je ne pense pas qu'il faille espérer, on est tous dans la finance à espérer des forts rebonds comme on a eu après 2008, comme on a eu après 2020, des rebonds spectaculaires, mais non, je ne pense pas que les indices actions par rapport à leur point bas soit à même de prendre 50% en 18 mois, comme ce qu'on a pu voir lors des précédentes crises. Donc il faudra s'attendre. Peut-être la fin du bear market, oui. Mais est-ce que c'est le début d'un spectaculaire rebond ? J'en suis pas sûr. Qu'est-ce qui définit pour vous le pivot, et du point de vue du marché obligataire, qui est votre univers d'investissement, François ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce concept de pivot qui semble quand même très important pour les investisseurs ? C'est sûr que le pivot de la Fed sera un élément, peut-être pas déclencheur du rallye, mais en tout cas qui arrêtera ce... Vous en parlez au futur, market. c'est pas inconditionnel, c'est un futur. Ça arrivera un jour, forcément. La Fed, un jour, rebaissera ses taux d'intérêt. On s'est dit pendant les années que la BCE ne les remonterait pas, mais on voit bien qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de vérité qui reste inscrite dans le marbre. Et donc, ce pivot de la Fed, il interviendra pour
deux raisons possibles. La première, c'est une augmentation, c'est un ralentissement économique important, une augmentation du taux de chômage qui donnera les prémices d'un ralentissement de l'inflation endogène, pas de l'inflation importée. Ça pourrait effectivement permettre d'avoir ce pivot, une augmentation du taux de chômage. Et le deuxième, ce serait un incident de crédit sur le marché, sur les marchés financiers. Alors, incident de crédit, ça veut dire une grosse institution financière qui se retrouve dans une situation délicate. Ça veut dire, on a vu au Royaume-Uni un incident de crédit sur les fonds de LDI, mais un incident de crédit aux États-Unis. Domestique, local. Local. Le dollar, c'est ma monnaie, c'est votre problème. La Fed est tournée vers le local, elle n'est pas tournée vers les problèmes qu'il peut y avoir outre-Manche, outre-Atlantique ou de l'autre côté du Pacifique. Si on exclut, alors impossible de timer un événement de crédit, évidemment, mais si l'idée c'est effectivement une récession aux États-Unis qui amènerait la Fed à changer de discours, voire à renverser effectivement la course de sa politique monétaire, on est le combien ? On est le 24 octobre ou 25 octobre. Quelle idée du timing on a pour un pivot de la Fed aujourd'hui ? On est bien balisé jusqu'à la fin de l'année et encore sur la première réunion de l'année prochaine. 75 BP semble être acquis pour la semaine prochaine. Le marché a vu un début de pivot la semaine vendredi dernier quand un article du Wall Street Journal nous a dit que la Fed ferait sans doute 50 BP en gros quand on lit entre les lignes au mois de décembre. Mais c'est déjà ce qui était anticipé par le marché, donc je ne pense pas que ce soit un pivot. C'est normal que quand on se rapproche de 4%, la Fed commence à ralentir un petit peu le rythme. Parce que sinon, on est sûr d'aller droit dans le mur. Ça veut dire qu'on monte les taux un peu moins fort, mais on continue de les monter. Exactement. Donc oui, on aura sans doute une pause de la Fed. Est-ce qu'elle interviendra lors de la première réunion de l'année, lors de la deuxième réunion de l'année ? Je pense qu'on navigue tous à vue. La Fed, y compris, navigue à vue. 75 BP, c'est dans le marbre pour la semaine prochaine. Le base case scénario pour la réunion du 14 décembre, c'est 50 BP, mais on ne peut pas exclure 75 BP en décembre encore, ou 25 BP. Et 5% de taux terminal, on peut avoir une conviction un peu élevée par rapport à cette idée-là aujourd'hui, ou ça reste fragile encore ? On peut s'arrêter à 4,25. C'est possible qu'on s'arrête à 4,25 en fin d'année. On pourra continuer faire une pause et on pourra continuer peut-être en janvier. Elle est à janvier-février, elle est à 4,50. Faire une pause et puis peut-être reprendre si nécessaire. Vraiment, on y va à tâtons. Il y a quelque chose de moins linéaire là désormais. Peut-être. Ce sera moins linéaire, c'est certain. La Fed bouge ses taux directeurs en fonction d'un taux neutre qu'elle ne connaît pas a priori, en fonction d'un taux de chômage d'équilibre qu'elle ne connaît pas non plus a priori. On verra a posteriori l'impact qu'on a eu sur le marché et donc effectivement la Fed navigue à vue et il faudra voir ces signes de ralentissement. Igor, votre analyse, vos commentaires. On peut repartir des marchés actions, là aussi. Après 10-12 mois de correction généralisée sur l'ensemble des grandes classes d'actifs, est-ce que pour un investisseur, un gestionnaire de patrimoine, est-ce qu'il y a quand même déjà un univers d'opportunités qui s'ouvre aujourd'hui ? Bien, je pense que l'attention des investisseurs, c'était de savoir si après cette hausse de taux inédite aux États-Unis, 300 points de base en 6 mois, et aussi le début du relèvement des taux de la BCE, qui était un scénario inimaginable, comment l'économie, les agents privés et publics ont réagi. Et ce qui a été dit est vrai, c'est que la croissance économique ralentit, le FMI a revu en baisse ses hypothèses pour 2023, mais elles sont éminemment trop, donc on est plutôt sur 1,8-2 peut-être en 2023 au niveau mondial. Et les investisseurs se sont dit, le choc a été plus ou moins absorbé, les indices actions ont baissé, mais on regarde la volatilité des indices actions, elle a fait que doubler, alors que sur les taux, on est plutôt à x3 sur le move, et puis les indices iTraxx crossover ont quand même été multipliés par 3 en termes de spread, donc c'est un recalage de l'environnement monétaire, donc c'est douloureux, donc il y a des phases de baisse, après des phases de ce qu'on appelle de relief, où on a envie d'acheter parce que ça a beaucoup baissé. Puis il y a les niveaux de valorisation, on les
c'est un peu difficile aujourd'hui de dire, voilà, c'est terminé la phase de correction de valorisation, mais en tout cas en Europe, par rapport aux moyennes 5 ans, disons, sur les PE prospectives de 12 mois, et puis aussi aux États-Unis, où il y a quand même une petite décote qui s'est ouverte, on peut commencer à regarder, et puis je ne parle même pas des secteurs value dont on a commenté les niveaux de valorisation quasiment historiques. Alors après, la récession est très différente de 2008-2011, c'est que c'est une récession, le risque pour moi, c'est un peu comme ce qui se passe sur le moral des ménages, c'est que ça s'effrite tout le temps un petit peu. C'est une espèce de bear récession qui entraîne un bear market un peu permanent parce qu'on n'arrive pas à faire baisser l'inflation en dessous de 4. Parce que bon, passer de 8 à 2 en 6 mois, c'est faire une récession très violente. Et on voit bien en France, en fait, on a des mesures, par exemple, le bouclier tarifaire, c'est une mesure inflationniste. Ça atténue ce qu'on cherche à faire du point de vue monétaire. On compense une partie du choc. On n'a que 5 ou 6% d'inflation en France, mais c'est parce qu'on a redonné du pouvoir d'achat. Donc, il y a beaucoup de contre-objectifs, contre-mesures. Donc, aujourd'hui, je partage, on n'est pas du tout sûr qu'on soit sorti d'une récession, qu'on puisse donner l'heure de la sortie, la profondeur. Mais les marchés, ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils repricent le risque. Ça, c'est éminemment efficient. Et je pense qu'il y a des conditions qui sont opportunes sur le crédit, par exemple, et sur certaines actions. Et puis, il y a quand même un gros chapeau, il ne faut pas oublier, pour que le marché remonte vraiment, il faut que la situation en Ukraine prenne un autre tournant. Donc, si vous avez un cessez-le-feu ou, entre guillemets, la paix, là, le marché, il loue, entre guillemets, il met de côté un chapeau de risque qui revient de manière permanente. Donc, ce qui s'est passé en septembre, c'est que tout était un peu paroxystique et on sait que les marchés, c'est la dérivée seconde. Ce qu'on disait sur les taux, si on passe de 75 à 50, on augmente toujours, mais on augmente moins. Donc, la vitesse de pénibilité du coût monétaire s'atténue. Donc, on est quand même dans une phase où on entend aux États-Unis des discours sur les taux, des discours sur une solution diplomatique. Donc, tout ça fait que on s'est imposé énormément d'obstacles dans la croissance, voulu ou contraint. Et donc aujourd'hui, pour avoir un monde qui continue à croître avec un peu plus d'inflation qu'avant, il faut desserrer un peu toutes ces contraintes. Et je pense que c'est ce que espère aujourd'hui le marché dans cette phase de remontée, avec des résultats qui sont globalement bons. Il y a des déceptions, des profit warnings, et puis il y a aussi des sociétés qui publient bien. Donc c'est un marché où on peut travailler, mais en étant très sélectif toujours. Et puis à mon avis, avec une vision quand même un peu longue, parce qu'à court terme, on peut aussi, la semaine prochaine, avec un événement un peu géopolitique ou une erreur de trajectoire monétaire, repartir à moins 5, moins 10, les volatilités sont quand même assez élevées, donc ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais globalement, l'espoir, c'est que on va desserrer quelques contraintes pour pas gripper et avoir ces accidents de crédit ou l'accident de dette publique en Angleterre. Parce que ce que nous enseigne l'exemple anglais, c'est qu'il y a une grande fragilité du financement des États, en fait. D'abord parce que les taux sont élevés, plus élevés qu'avant, et ensuite parce que c'est détenu dans des mains qui sont plus des mains qu'on peut contrôler et à qui on peut dire non, ne vendez pas, etc. Donc, avec les soucis de liquidité qu'on a connus. Justement, cette question de liquidité, comment on la surveille, quel est le niveau de stress d'ailleurs, enfin, on parle quand même de liquidité sur des marchés clés. Alors, il y a l'exemple britannique, mais bon, le marché des treasuries, visiblement, n'est pas à l'abri non plus d'un assèchement de la liquidité qu'on peut déjà constater. On parle de marchés qui se comptent en trillions, en dizaines de trillions de dollars, qui sont des marchés clés, vitaux pour le fonctionnement de l'économie. Et les officiels s'expriment de plus en plus ouvertement sur ce risque-là aujourd'hui, y compris aux États-Unis. Comment on surveille cette situation, encore une fois, Olivier, et quel type de risque ça implique pour l'investisseur? En fait, ce risque, il n'est pas nouveau. On l'avait déjà observé au cours de ces dernières années, où on avait vu des décalages assez spectaculaires d'un certain nombre de classes d'actifs. On avait vu ça sur la dette italienne, on avait vu ça sur la livre turque, etc., etc. Et malgré le fait qu'on vivait dans un monde de quantitative easing, on voyait certaines classes d'actifs être capables de décaler de plusieurs pourcentages en l'espace de 2-3 jours. Donc ce problème de liquidité, il est pas nouveau. Alors comment il s'adresse, c'est évidemment très difficile de répondre à cette question. La meilleure réponse au problème de liquidité, en fait, c'est d'avoir une diversification maximale, ce qui permet d'assurer, en fait, d'avoir des portefeuilles résilients qui soient pas trop exposés à ces risques de liquidité ou qui ne soient pas surexposés à ces risques de liquidité.
Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, le risque de liquidité, quand vous regardez les mesures de liquidité, par exemple, sur les bons du Trésor américain, ils indiquent qu'on a une détérioration assez significative de cette liquidité, ce qui signifie que vous avez toujours le risque d'un décalage plus que nécessaire des différentes classes d'actifs qui souffrent de ce risque de liquidité. Donc, la résultante de cela, c'est que vous êtes sur un régime de volatilité plus important sur une classe d'actifs qui peut générer, in fine, une volatilité sur les autres classes d'actifs. Il est là le risque. Après, est-ce qu'il est systémique ? On a vu le cas anglais. Oui, il y a une problématique systémique, mais c'est une problématique qui peut être adressée par les banques centrales et par les gouvernements si vous avez une coordination assez efficace des politiques économiques. Si vous n'avez pas de coordination efficace des politiques économiques, dans ce cas-là, vous vous exposez à alimenter ce risque de liquidité, que ce risque de liquidité se traduise in fine par un risque de crédit. Oui. Ouais. Bon. Oui, non, mais c'est pas une situation habituelle, François. C'est facile de traiter sur le marché obligataire aujourd'hui ? Alors, ça dépend des marchés, en fait. Sur le marché du high yield, la liquidité est très dégradée. Sur le marché de l'investment grade, elle reste correcte. Et moi, je suis un petit peu étonné de discussions qu'on a sur la liquidité du marché des trésoreries. Oui, elle est moins bonne qu'à l'accoutumée, mais on est dans un marché qui est beaucoup plus volatile. Igor le disait tout à l'heure, 3 fois la volatilité historique. Et pour moi, je ne vois pas un triplement des fourchettes sur les trésoreries. Et on en traite tous les jours. Donc là-dessus, je trouve que la liquidité reste tout à fait correcte si on prend en compte le niveau de volatilité, si on prend en compte le fait qu'on n'est plus en quantitative easing mais en quantitative tightening. Tout ça fait que je trouve qu'il y a assez peu d'inquiétude à ce stade, en tout cas sur le marché des treasuries, voire sur le marché de l'investment grade. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir en termes de liquidité en 2008 ou même au mois de mars 2020. Et en Europe ? En Europe, la liquidité reste sur les emprunts d'État et reste correcte aujourd'hui. Et ça veut dire que du point de vue de la Banque centrale européenne, il y a un chemin possible pour réduire encore un peu cette liquidité excessive dans le système à travers les TLTRO, à travers une réduction passive du bilan. Ça va être le sujet cette semaine, visiblement. C'est le sujet de la semaine, parce que les 75 BP sont actés. Oui. La question, c'est 2000 milliards d'euros de TLTRO qui sont trop rémunérateurs pour les banques. Il va falloir en gros, les banques ont pu emprunter à moins 0,75 à échéance 3 ou 4 ans auprès de la BCE et peuvent reparquer aujourd'hui ces montants qu'elles ont investis sur les taux de la BCE. La BCE mettra ses taux à 1,50. 1,50% sur 2000 milliards, ça fait une belle petite facture pour la BCE à donner aux banques. Donc oui, il va falloir régler ce problème-là et diminuer le montant des TLTRO, donc sans doute par des incitations ou des incitations à rembourser par anticipation. Je ne sais pas si ces incitations seront par des intimidations ou si ce sera par un changement contractuel des règles du TLTRO. Cette liquidité, elle a été offerte pour de très bonnes raisons à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Donc faire des schémas rétroactifs là-dessus, ça peut être aussi juridiquement même compliqué. Bien sûr, bon, c'est toujours difficile de se mettre en procès contre son autorité de tutelle. Non, j'entends. Ça reste. Mais oui, c'est des sujets à voir. Et on aura effectivement cette réduction du bilan de la BCE de par les TLTRO. Après, le quantitative easing, on n'aura pas d'annonce. Quantitative tightening, on n'aura pas d'annonce cette semaine sur une mise en place d'un quantitative tightening. Sans doute le fait qu'ils en ont discuté. Et si quantitative tightening il doit y avoir en zone euro, il sera très lent et très modéré. Très graduel. Très graduel. Beaucoup plus que la remontée ou la normalisation des taux d'intérêt. Bien plus, on met la situation des pays périphériques, les pays périphériques dans une situation trop problématique. Si on vient à faire du quantitative tightening, ce sera un non-réinvestissement, ce ne sera pas des ventes d'actifs. D'accord, ce n'est pas vendeur net. Comme peut le faire la Banque d'Angleterre. Vous les voyez aller jusqu'où en termes de taux d'intérêt, la BCE aujourd'hui ? Jusqu'à 2,50, il y a un consensus.
Le marché nous laisse à penser qu'on pourra aller jusqu'à 3. Je pense qu'on est à peu près dans la bonne fourchette. Attention à 2024, hein, peut-être que si l'inflation vient ne pas diminuer et qu'elle reste entre 4 et 5%, peut-être qu'il y aura besoin d'aller plus loin. Mais de 50 à 3 semble un bon point d'atterrissage pour les taux de la BCE en 2023. Igor, dans la sphère européenne, il y a eu le sujet italien qui a toujours été là, évidemment, puis c'est un risque permanent pour les investisseurs, mais ce risque-là, il n'est pas monté en puissance. Et même, il a plutôt eu tendance à rester sous contrôle avec le changement politique, etc. Et de ce point de vue-là, on peut imaginer quand même que Giorgia Meloni a beaucoup mieux manœuvré qu'une Liz Truss, par exemple. Oui, les Italiens, ce sont les Anglais aujourd'hui. Ben, c'est ce que nous disiez. Oui, alors c'est un petit peu ce qu'a vécu l'Italie à l'époque. C'est les Anglais l'ont vécu. Après, ce qui avait été dit avant les élections, toujours pour faire un peu monter la sauce, mais quand on... C'est l'amalgame du The Economist, visiblement, qui est assez mal passé en Italie. Oui, mais pour revenir... Et au Royaume-Uni, d'ailleurs, qui n'a pas aimé être comparé à l'Italie, je crois. Pour revenir sur le gouvernement italien, il est constitué évidemment de franges plus ou moins dures de la droite, mais ça reste une Italie du Nord industrielle. Pro-business. Voilà, qui reste dans l'euro, qui veut travailler. Et même si l'euro a été beaucoup décrié, je pense que beaucoup de pays, dont la France, peuvent aujourd'hui se dire heureusement qu'on a cette monnaie et qu'elle est quand même régulée, pilotée, parce que du point de vue budgétaire et puis même d'autres sujets européens, on est quand même très fragile. Sur les sujets de liquidité, tous ceux qui font la gestion savent qu'elle est bien meilleure quand tout monte et qu'on est en flux entrant que quand tout baisse et que les flux sortent. Ça, c'est pour toute classe d'actifs, mais évidemment beaucoup plus pour les classes d'actifs illiquides, parce qu'on parle de trésorerie, de dette d'État européenne. Là, c'est quand même des classes d'actifs très très liquides. C'est les plus liquides au monde avec le monétaire, enfin le cash. Et puis l'autre sujet, c'est que quand tout baisse, tout se recorrèle un peu. Donc toutes les classes d'actifs baissent un peu en même temps quand il y a un risque systémique qui se produit. Donc ça, c'est des sujets aujourd'hui, je pense qu'on les a un peu vécus, mais pas dans le même ordre que 2008 et 2011. Après, le sujet de dislocation, de fragmentation de l'Europe, il existe, mais il s'est déplacé sur le sujet plutôt politique entre la France et l'Allemagne. Et là, on est au cœur de la construction de notre système économique et monétaire. Et puis, ce que disait François est vrai, c'est que on ne peut pas laisser les taux d'intérêt des taux périphériques, enfin des pays qui sont un peu en souffrance en matière de dette, monter trop vite. Mais ce qui se passe, c'est qu'on le voit bien, c'est que les banques, elles n'ont pas besoin que les taux d'intérêt montent ou qu'on fasse du tightening pour restreindre l'octroi de crédit. On voit bien en France, en fait, la hausse des taux, certes, elle est importante, mais elle serait supportable. Mais en fait, on n'octroie plus de crédit. Donc, on dit, non, vous n'avez pas assez de couverture de votre charge d'intérêt par le revenu. Donc, c'est la réglementation qui bloque. Oui, c'est des choses. C'est un frein de ce point de vue-là. Je pense qu'en Europe, on pilote beaucoup plus graduellement parce que le système est beaucoup plus fragile. Moins agile que le système américain où les capitaux circulent beaucoup plus, où les banques ne font pas autant le financement de l'économie qu'en Europe, où il y a le marché obligataire. Donc on a aussi un conflit à notre périphérie. Donc c'est des sujets, tout se mélange un petit peu pour nous. Et donc le chemin est étroit avec beaucoup de conflits d'intérêts, d'objectifs à l'intérieur de la zone et aussi à l'extérieur de la zone. Sur l'énergie, gardez la parole. Igor, on a peut-être tous été frappés hier. Alors, c'est des prix spot de marché, effectivement. C'est passé un peu l'anecdote d'hier, mais on a vu quand même sur la référence néerlandaise du gaz naturel, pendant quelques heures, un prix négatif. Mais voilà, il faut quand même le rappeler. Oui, après... Alors qu'on est en train de mettre en place des mécanismes pour protéger les entreprises au-delà de 325 € le mégawattheure, etc. On est tombé en négatif hier sur le mégawattheure selon la référence néerlandaise. Est-ce qu'il faut imaginer un scénario où il y aurait un contre-choc énergétique très violent qui n'est pas du tout intégré aujourd'hui le contre-choc énergétique qui peut venir d'un choc économique très violent, ou alors d'une inondation sur le marché des hydrocarbures, que ce soit le gaz ou le pétrole, d'offres. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on a sur, en tout cas, les dernières décisions de l'OPEP. Au niveau mondial, on ne peut pas se passer du pétrole et du gaz russe. Peut-être que de manière anecdotique, ponctuellement, parce qu'on a mis en place des mesures et qu'il y a des effets d'aubaine. Les stockages sont pleins aussi, voilà j'explique. Voilà, c'est comme la hausse des prix du gaz, il y avait beaucoup d'effets d'aubaine aussi avant. Donc là, on vit les soirs en accéléré, donc je pense que c'est un peu difficile de faire un commentaire. Moi, je suis pas des enseignements. Non, mais sur longue période, ce que je sais, c'est qu'on a un gros producteur d'hydrocarbures
dont l'Europe ne veut plus, qu'on doit réorganiser et que l'OPEP a réduit son nombre de barils produits. Donc même si les États-Unis ont utilisé leur stock stratégique, le marché des hydrocarbures et de l'énergie globalement est très perturbé. Et donc c'est jamais très bon parce que c'est la matière première reine, le pétrole. Donc c'est celle qui dirige un peu toutes les autres. Un peu de récession ici et là, une Chine qui se garderait de relancer aussi agressivement qu'elle a pu le faire au cours des derniers cycles et des dernières crises économiques. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chemin possible pour un contre-choc énergétique majeur, Olivier ? Il est, comme ça vient d'être dit, je pense qu'il est difficile d'imaginer ce contre-choc énergétique. On voit que l'offre est contrainte, donc pour qu'il y ait contre-choc, soit on change les règles du jeu sur l'offre, ce qui est a priori pas anticipable, soit vous avez un choc sur la demande qui est très puissant, et dans ce cas-là, vous basculez dans un scénario de récession sévère. Et aujourd'hui, on n'est pas sur le scénario de récession sévère, le consensus n'est pas là-dessus. Ils considèrent qu'aux États-Unis, on va ralentir, peut-être avoir une petite récession modérée et puis derrière réaccélérer. Et en Europe, on est sur une récession marquée, mais qui va durer 1 ou 2 trimestres. Et derrière, l'économie européenne rebondirait. Donc, il est difficile d'imaginer ce choc, ce contre-choc sur les prix de l'énergie au cours de ces prochains mois. Qu'on partageait le Oui, constat, oui aussi, d'accord. Bon, très bien. Je voulais qu'on dise un mot peut-être des publications. Alors je reprends avec vous, Igor. C'est la séquence GAFAM traditionnelle qui s'ouvre. Les GAFAM n'ont jamais déçu sur leurs earnings, sur leurs résultats. La question boursière, elle se traite à part, avec des niveaux de valorisation, d'ailleurs, qui se sont dégonflés. Est-ce que les niveaux de valorisation sont suffisamment dégonflés ? C'est une première question. Et est-ce que maintenant, le risque porte sur les résultats de ces entreprises ? Il y a toujours un risque, et on l'a vu sur Netflix, qui a enchaîné un mauvais trimestre, elle a un très bon, Tesla qui peut décevoir. Donc, c'est pas le GAFAM, pas dans les GAFAM, Tesla, mais enfin, il est assimilé au GAFAM en termes de perception de valorisation. Je pense que la purge n'est pas terminée, parce que quand on regarde le Nasdaq qui passe de 4 000 à 16 000, en baissant à 11 000, on voit bien qu'il y a des écarts de valorisation qui sont très très importants encore entre les secteurs les moins chers et puis ces secteurs-là. Après, c'est des secteurs et des entreprises qui sont rentables. Donc, elles doivent rentrer dans une forme de normalisation avec des taux qui montent. Normalisation des méthodes de valorisation. On ne peut plus dire on peut payer 50 fois des résultats si le chemin de croissance n'est plus aussi certain. Et on l'a bien vu, il peut être incertain. Enfin, je reprends Netflix, mais on va voir après. Microsoft, c'est pas la même GAFAM que Meta ou Google ou j'allais dire Amazon. Amazon, on est dans une GAFAM, mais qui a un métier très concret. C'est de la logistique de colis. Donc, je pense que c'est des bons indicateurs de l'économie aussi. Il ne faut pas oublier ça. Comme FedEx l'était. FedEx, ils sont aussi liés au GAFAM, parce qu'ils sont, entre guillemets, dans la chaîne logistique mondiale. UPS n'a pas envoyé tout à fait le même message que FedEx, d'ailleurs. C'est intéressant, mais... Oui, mais après, il y a peut-être aussi du spécifique FedEx dans le... Oui, puis dans la consommation, Adidas déçoit, LVMH, le luxe, on pouvait s'attendre, en fait, parce que les flux de voyageurs n'ont quand même pas repris, mais les résultats sont là. Donc, bon, c'est difficile. On vit vraiment un moment, je trouve, qui est assez difficile à commenter, parce que tout le monde tire un peu dans tous les sens. Donc, attendons de faire une vraie saison de résultats. Et je pense qu'il y a quand même un peu de baisse en perspective sur le Nasdaq si les taux continuent de monter, parce que c'est vraiment une corrélation inverse avec les taux d'intérêt, les valorisations de ces sociétés, comme l'immobilier d'ailleurs. Pas pour les mêmes raisons, parce que l'immobilier, c'est parce qu'on le finance avec la dette, mais parce que là, il y a une relation théorique entre un PE élevé et puis des taux d'intérêt bas. Bon. Petit tour de table en matière d'investissement. François, alors dans l'univers obligataire, qu'est-ce qui a changé dans le positionnement d'Alpha Bonds, peut-être, le fonds que vous gérez chez DNCA ces dernières semaines, ces derniers mois, et quelle est la stratégie désormais, c'est peut-être toujours la même, mais la stratégie pour la suite? Alors, on est passé d'une exposition à la remontée des rendements. On a clôturé notre exposition à la remontée des rendements, ça c'est déjà une bonne chose. C'était des mois, des trimestres de stratégie qui n'avaient pas varié.
Si je dis pas de bêtises. On est resté pendant à peu près 12 mois, en exposition principalement négative sur les taux d'intérêt. On achète des taux d'intérêt réels. La remontée des taux d'intérêt depuis le début de l'année, c'est quasi exclusivement c'est pas des hausses d'anticipation d'inflation, ce sont des hausses de taux d'intérêt réels. Et quand on voit que sur des échéances à 10 ans, on est proche de 2% aux États-Unis, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la Fed est assez claire. Elle nous dit je vais avoir une politique monétaire restrictive. Contrairement à il y a 2 ans, elle nous dit je vais être très, très accommodant. Et elle nous dit une politique monétaire restrictive, c'est 1 à 1,50 de taux d'intérêt réel. Le marché nous dit aujourd'hui que pendant les 10 prochaines années, en moyenne, on sera à 2. Donc, c'est-à-dire que le marché, après fin 2020, il nous disait que la Fed serait accommodante pour toujours. Ne montrait jamais plus les taux. Serait très accommodante pour toujours. Maintenant, il nous dit qu'elle va être très restrictive, au moins pour les 10 prochaines années. Alors oui, on sera restrictif pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, mais sans doute pas 10 ans. Donc aujourd'hui, on peut commencer à acheter ces taux d'intérêt réels. Sur le crédit à yield, pour nous, ça reste encore trop tôt. Trop d'incertitudes sur la macroéconomie. Les rendements qu'on observe ne sont pas suffisants pour déclencher une décision d'investissement. Acheter un rendement à 6% sur une obligation à 2 ans, oui, effectivement, on peut faire 12% sur les 2 prochaines années si j'ai pas de défaut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la probabilité qu'on ait une récession forte existe. Et quand vous avez des défauts, vous perdez pas juste votre rendement. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est moins 50% ou moins 70% que vous faites. Je suis beaucoup plus à l'aise à acheter une entreprise investment grade à 10 ans, aux alentours de 5%. Alors certes, c'est un petit peu plus bas, mais j'ai 5% par an assuré pendant 10 ans. Avec de la visibilité sur ma qualité de crédit. Se pose aussi la question, quand on investit sur une obligation à 2 ans à 6%, si tout se normalise, dans 2 ans, à quel niveau je vais pouvoir réinvestir ? Et si c'est pour réinvestir sur des niveaux de 1-2%, finalement, il aura peut-être été préférable d'acheter l'obligation à 10 ans à 5% de rémunération. Voilà, donc nous, c'est plutôt ce vers quoi on s'oriente aujourd'hui. Toujours d'une préférence pour les pays émergents qui sont mieux gérés budgétairement que les pays développés. On l'a bien vu, hein, l'Italie est mieux gérée que le Royaume-Uni aujourd'hui. C'est un peu pareil entre pays émergents et pays développés. Et on peut spécifier un peu les émergents ou, Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'ils sont tous mieux gérés que les pays développés ou s'il y a quand même des fragiles à nouveau ? Il y a 10 ans, on parlait des fragiles 5. Alors, c'est peut-être plus les mêmes d'ailleurs aujourd'hui. C'est plus les mêmes. Oui, c'est ça. Ça qui est intéressant. L'Afrique du Sud qui pouvait en faire partie a une très belle exécution budgétaire et une banque centrale qui est tout à fait crédible aujourd'hui. Alors oui, on va éviter la Turquie. Oui, on va éviter pas mal de pays africains également. Mais en Amérique du Sud, on a des choses intéressantes à faire. En Afrique du Sud également. Et puis les meilleurs élèves des pays de l'Est qui sont quand même au sein de l'Union européenne et qui bénéficient du parapluie européen. Logique d'investissement, le positionnement aujourd'hui pour les clients de Neuflize OBC, Olivier ? On a toujours du cash dans les portefeuilles. On surpondère toujours donc les actifs monétaires. On sous-pondère les actions et les actifs obligataires. Mais on est dans la logique ou dans la stratégie de redéployer du risque au cours des 6 prochains mois. Ce qui retient un peu notre attention pour les prochaines semaines, ça sera tout de même le risque d'une matérialisation d'un risque de récession qui génère de nouveau pas mal de volatilité sur tous les actifs risqués, donc aussi bien sur la partie crédit, en particulier sur le high yield, où il ne nous semble pas que le risque de récession soit pleinement pricé, mais également sur la partie action, où on n'est pas persuadé qu'on soit encore totalement sorti du marché baissier. Et en conséquence de quoi, on reste encore plutôt prudent à court terme. Même si c'est la récession la plus attendue de l'histoire, il y a encore des poches où le message n'est pas passé pleinement. Mais il suffit de voir. C'est vrai que c'est la récession la plus attendue. C'est vous-même de l'histoire. qui le disiez. C'est la plus provoquée en tout cas. C'est la plus, et potentiellement la plus souhaitée, mais il faut toujours faire attention
avec ce que l'on souhaite. Mais au-delà de ça, si vous Les risques d'excès quand la récession arrive sont encore possibles. Prenons le marché américain. On se traite à 16 fois les PE, on est autour de la moyenne historique. On n'a pas l'impression qu'on price réellement une récession sur le marché américain. Dans la gestion patrimoniale, qu'est-ce qui vous intéresse pour vos clients, Igor ? Ce qui est difficile, c'est que quand on regarde ce qui a marché cette année et qu'on parle aux clients, on leur dit il fallait avoir des actions brésiliennes, des actions turques, du réal, de la lire turque, du dollar. Donc pour un investisseur européen ou d'Île-de-France, c'est vrai que il faut toujours se rappeler aussi que quand on investit, ça dépend de l'enveloppe de risque qu'on a, du fonds avec la volatilité, du profil de risque du client. Donc aujourd'hui, c'était vraiment très très difficile de faire de la performance. Moi, je partage l'idée qu'il faut toujours avoir du cash parce que dans ces phases-là, cash is king. Ça permet toujours de saisir les opportunités. Le principe, c'est de jamais sortir complètement des marchés actions parce que on a beaucoup de mal à y revenir. Donc, c'est faire évoluer, aller pour les fonds prudents entre 15 et 30%, parce qu'il y a quand même des opportunités et que l'investissement action, ça reste quand même un investissement de long terme. C'est un actif à duration longue. Après, le crédit, je partage ce qui a été dit. On a envie d'y aller, donc on met des petites pointes, mais on ne connaît pas en fait véritablement le taux de défaut de cette récession. Comme on n'arrive pas à en définir les contours, on n'arrive pas à se dire tiens, finalement, ça ne sera pas du tout les défauts de 2008-2011, qui est le scénario central. On se méfie un peu du playbook historique dans cette situation. On n'est pas à l'aise, et puis on a vu qu'avec l'exemple anglais, on n'est pas complètement exempt d'un risque financier sur une certaine classe d'actifs. Donc, c'est vrai que ça s'est ouvert. Moi, à titre personnel, je pense qu'il vaut mieux avoir une action à fort dividende en étant actionnaire plutôt que créancier, surtout dans des phases d'inflation. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on a dit, on a créé cette récession pour X raisons, pour faire baisser l'inflation. Mais l'inflation, c'est, comme vous connaissez la formule, quand elle sort du tube du dentifrice, c'est pas évident de l'y remettre. Donc, un régime d'inflation à 2, c'est pas le même qu'à 4. Donc les taux et les solutions d'investissement. Mais je reste quand même convaincu sur le marché action, il y a des choses à faire, notamment en Europe, qui est un marché complètement détruit en termes de valorisation et d'estime de la part des investisseurs. Et on restera sur cette idée-là avec le beau rebond, encore aujourd'hui, des actions européennes, puisqu'on a gagné quasiment 2% sur le CAC et plus d'1,5% sur l'Eurostock 50. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, avec une thématique un peu particulière. Pour les 4 prochains rendez-vous, nous ouvrons une séquence FinTech dans le sillage des trophées de l'innovation organisés par la Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance le 20 octobre dernier, qui a permis de récompenser 4 FinTech dans plusieurs catégories différentes. Et nous allons recevoir jusqu'à vendredi les 4 lauréats de ces trophées d'innovation. Le premier d'entre eux étant la société Fruger, représentée par Émilie Proyard, vice-présidente vente et marketing de Fruger. Émilie, bonsoir. Bonsoir Greg. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être venue effectivement avec votre trophée. Vous avez été récompensé avec un autre candidat qui viendra d'ailleurs ex aequo dans la catégorie meilleur FinTech ISR de l'année 2022 à l'issue de ces trophées de l'innovation. Fruger, alors qui s'attelle à une tâche titanesque, la grande question étant de savoir est-ce qu'on peut concilier la poursuite de la numérisation du monde ou de la digitalisation de nos économies, tout en tenant l'objectif d'une économie low carbone, bas carbone, voire net zéro selon les objectifs qu'on se fixe à des horizons 2050 par exemple aujourd'hui. C'est dans cette idée-là que Fruger est né, Émilie. Oui, tout à fait. L'innovation fait partie de nos vies. Donc, l'idée, c'est plutôt qu'elle devienne au service de la planète et pas l'inverse. Et on a vraiment beaucoup de techniciens dans ce monde qui sont capables de renverser la donne et de prendre en compte l'empreinte du numérique, spécifiquement sur effectivement l'empreinte environnementale, le carbone, l'eau, l'énergie, mais aussi tous les aspects sociaux, l'accessibilité, l'inclusion. C'est des valeurs très fortes chez Fruger qu'on aime à porter, puisque quand on pense bilan, on pense injonction, on pense obligation légale. On croit fort que les obligations vont arriver non pas que sur le carbone, mais bientôt sur d'autres types d'énergie et aussi sur les aspects sociaux.
Et on pense aussi que les réglementations extra-financières vont arriver spécifiquement sur le numérique. Donc c'est cette vision qui a amené les cofondateurs de Frugger à créer un outil dédié à trouver des solutions. Donc la première étape, c'est la mesure. On ne peut pas s'améliorer sans mesurer. Donc pour tout ce qui existe déjà en digital, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de sites qui existent, on va proposer de mesurer, de proposer finalement un bilan RSE qui va couvrir tous ces critères et qui va donner un score. Et basé sur ce score, on va aider nos clients à s'améliorer avec des recommandations qui sont présentes directement dans la plateforme pour agir maintenant et tout de suite. C'est pas très compliqué à faire puisqu'on s'en est jamais occupé auparavant. Alors c'était ça ma question. Le numérique s'est senti un peu trop à l'écart de ces sujets jusqu'à présent, Émilie ? Oui, effectivement, il y a une thématique sobriété qui est portée par le gouvernement. Et puis plus précisément, là, ces dernières semaines, vous l'avez relayé, une sobriété numérique. Donc on est plusieurs acteurs des entreprises du numérique à avoir signé une charte spécifique du numérique responsable et de la sobriété. Et avec d'autres acteurs à impact, on a souhaité aller plus vite, plus fort, et on a lancé un manifeste, un accord collectif. Et on invite toutes les entreprises à nous rejoindre dans cette démarche. Un accord autour de la réduction de l'empreinte des pages web. Un accord de moins 1,5 mégaoctets pour les pages web. Alors c'est le clin d'œil au 1,5 degré qui est l'objectif de trajectoire carbone CO2 émissions recommandé par le GIEC évidemment pour nos économies. Donc là c'est l'idée, c'est qu'il faut baisser la charge d'une page web de 1,5 mégaoctets, c'est ça, Émilie ? Et donc pourquoi c'est un sujet ? Alors pourquoi c'est un sujet ? En fait, depuis les accords de Paris, on est en obésité numérique. Le poids d'une page a pris 335% d'après nos calculs. Et le numérique ne va cesser de grossir. D'après une étude danoise, d'ici à 2030, l'impact du numérique sur l'environnement va peser plus de 50%. Ouais. Donc on continue de consommer de la data, du digital, et c'est tout ça un peu invisible finalement, on s'en rend pas compte, sauf que ça a un coût sur nos terminaux, nos réseaux, tous les data centers qui consomment cette data, qui consomment de l'énergie, ça va induire ensuite un impact conséquent sur l'environnement. Il y a une relation directe entre le mégaoctet et le gramme de carbone qu'on émet. Oui, exactement, parce que quand vous utilisez votre terminal, votre téléphone, votre ordinateur, il consomme de l'électricité. Il a été fabriqué avec des minerais, des métaux rares. C'est des kilos de métaux rares, de minerais et de l'eau qui a été utilisée. Et en fait, on va, par son utilisation effrénée, accélérer son obsolescence. On en est où de l'éveil sur ce sujet-là ? Encore une fois, et votre métier, effectivement, de mesurer, d'accompagner les entreprises du numérique vers une meilleure performance, une meilleure efficacité, à travers déjà une mesure de leur empreinte carbone, si je résume les choses simplement. Jusqu'où on mesure l'empreinte carbone de ces entreprises du numérique ? Et quand on fait ce travail-là, comme vous le faites chez Frugger, qu'est-ce qu'on découvre ? Dans la sphère des gros émetteurs de carbone aujourd'hui, évidemment, on a tous les yeux braqués vers des secteurs très bien identifiés qui font la une des médias toute la journée, du transport en passant par la production de matériaux, de ciment, de bâtiments, etc., tout ce qu'on veut. Quand on regarde le numérique comparé à ces pôles d'émissions carbone, c'est quoi la perspective qu'on peut mettre ? Alors, en termes de carbone, le numérique, c'est 4% de l'empreinte carbone. C'est autant que l'aviation civile, pour vous donner une comparaison. Alors, on compare un scope 1 sur l'aviation civile avec un scope 3 sur le numérique. D'accord. L'aviation civile, quand on parle de 4% des émissions de carbone, ça ne va être que l'avion qui consomme en vol. Après, toutes les personnes qui viennent à l'aéroport, etc., et qui sont aussi qui émettent des émissions, c'est pas calculé dans ces 4%. J'entends. En revanche, le numérique, c'est 4% des émissions de carbone sur un scope 3, c'est-à-dire jusqu'à l'utilisateur final qui est en train d'utiliser son téléphone, consommer sa batterie, consommer son terminal qui va au final devoir être renouvelé de manière plus rapide que s'il avait été utilisé de manière plus sobre. Donc à la fois d'un point de vue personnel, peut-être moins utiliser son téléphone, se mettre en Wi-Fi, mais après d'un point de vue aussi de construction des sites web, l'éco-conception des sites web. Et pour répondre à votre question d'introduction, c'est ça, c'est comment on conçoit des sites qui soient sobres. Et finalement, c'est ce qu'on permet de faire au-delà de la plateforme Frugger, c'est d'accompagner avec toute une série de services autour de l'éco-conception. Et ça passe par quoi alors, Émilie ? C'est moins d'affichage, par exemple, sur une page Alors déjà, c'est se poser la question des 3 U.
est-ce que cette page est utile, utilisable et utilisée? On peut se poser la même question des fonctionnalités. Souvent, on a une super idée de fonctionnalité, puis finalement, elle n'est pas très utilisée. Donc déjà, se poser cette question-là, des 3 U, ça aide déjà beaucoup à ce niveau-là, avant de concevoir. Et là, on peut supprimer beaucoup de choses. Et là, on commence à supprimer pas mal de choses. Et puis après, on va aller regarder finalement le poids des images, le poids des vidéos, le volume de requêtes. Est-ce qu'on peut aller simplifier tout ça? Il y a énormément de choses qui consomment énormément d'énergie, qui alourdissent le poids des pages. Et les développeurs se battent souvent pour que les pages soient chargées très vite, etc. Mais derrière, ils ont tout un tas de contraintes qui est lié aussi à l'architecture des sites qu'on peut alléger. Où est-ce que vous en êtes de votre développement chez Frugger là? Quel est le plan de marche à ce stade pour la société que vous représentez, Émilie? Alors Frugger existe depuis 2 ans. On commercialise en fait l'outil depuis avril 2021 et on travaille avec déjà des grands groupes du CAC 40 comme L'Oréal par exemple. On travaille aussi avec EDF, avec la BPCE, donc l'univers de la finance qui est représenté ici. Et je remercie encore la Banque Postale Asset Management pour ce prix et Tocqueville parce qu'on est très fiers que par ce trophée on puisse représenter aussi le réveil du monde de la finance qui est quand même celui qui a préempté le sujet du développement durable depuis les années 2010. On lui a demandé de le faire. Hein. On a mis beaucoup de responsabilités sur la firme. Non, mais vous avez totalement raison. Parce que finalement, entre les liens de facteurs de production et les événements climatiques et sociaux, on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir un petit souci. Donc finalement, que le monde de la finance et le régulateur poussent dans cette direction, on en est ravis. Et ce prix est un exemple. Et effectivement, on a des clients dans ce milieu-là qui se réveillent très vite. On travaille par exemple en lancement là, avec Crédit Mutuel Arkea. C'est des gens très engagés qui sont déjà allés très loin dans tout ce qu'ils pouvaient aller chercher en termes d'éco-conception. Et puis avec qui on va aller travailler aussi sur des ateliers de sensibilisation en interne, de la formation numérique responsable, la prise de conscience. La sensibilisation finalement reste quand même notre premier job en termes de numérique responsable. Il n'y a que par la sensibilisation qu'après on arrive à engager pour mesurer et s'améliorer. La nouvelle génération en est consciente. Autant les pionniers du web, il y a 10 voire 20 ans, avaient sans doute pas cette dimension en tête. Personne à l'époque. Ceux qui se lancent aujourd'hui dans une solution numérique digitale, ils ont cette dimension d'efficacité énergétique native dans leur modèle, dans leur façon de concevoir justement le produit et la solution. Alors, je pourrais pas dire encore trop peu. Je pourrais pas dire pour tous, mais en tout cas chez nos clients, on travaille beaucoup avec des directions techniques, des DSI, avec des CTO. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un réveil en fait de cette population qui se sent concernée, qui dit OK, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice? Je fais partie d'un groupe, d'une entreprise qui s'engage dans une démarche net zéro, qui s'engage à réduire 10% de consommation de l'électricité. Je sais que le numérique a un poids. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Donc il y a ce réveil-là, ils veulent participer et ils s'engagent. Voilà, donc je dirais pas que c'est la majorité, mais il y a un réveil. Je crois que c'est assez symbolique du réveil des citoyens en général, des jeunes générations aussi qui se posent des questions, ou de la mienne qui est dans la quête de sens et qui veut renverser la donne. Bon, et l'ambition de Frugger, elle est française, forcément européenne, voire mondiale Alors, mondiale, parce que finalement, notre outil, il est plug and play. Donc, en 30 minutes, on a branché un site, on est capable de l'analyser et d'avoir un dashboard pour nos clients. Donc, on est déjà présent dans certains pays à l'international, notamment avec nos clients du CAC 40. Bien sûr, qui vous accompagnent. L'Oréal, qu'on accompagne sur tout leur pays. On travaille déjà avec des clients à Bruxelles, notamment avec Webforce 3 ou des clients locaux comme ça. L'ambition, c'est d'aller s'implanter en Europe d'ici l'année prochaine. Et puis après, pourquoi pas l'Amérique du Nord qui suivra. On commencera certainement par le Canada, qui est plus facile à pénétrer que les US. Mais voilà, ça dépendra aussi de l'accompagnement de nos investisseurs. Merci beaucoup, Émilie, d'être venue partager cette vision stratégique que vous pouvez avoir pour la société Frugger que vous représentez. Vous êtes vice-présidente vente et marketing de Frugger. Émilie Proyard qui était avec nous. Et puis, cette idée que la sobriété concerne tout le monde aujourd'hui, y compris les acteurs du numérique. Merci beaucoup, Émilie Proyard, vice-présidente vente et marketing de Frugger. Frugger qui a été donc l'un des lauréats de ces trophées de l'innovation 2022 dans la catégorie meilleure FinTech ISR de l'année. Nous poursuivrons ces rendez-vous jusqu'à la fin de semaine. Donc rendez-vous demain à 17h45 avec une nouvelle FinTech qui aura été elle aussi récompensée à l'occasion de ces trophées de l'innovation.
Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.